Intervention, messieurs les directeurs. Bien. Alors, je vais répondre au président, même si je suis gêné qu'il ne soit pas là pour écouter la réponse. Mais enfin, Ça lui sera transmis. Ça lui sera transmis, bien sûr. Sa première question, sur l'écart de croissance, il est un peu artificiel. C'est-à-dire que, encore une fois, nous, notre horizon s'arrête à la fin du premier semestre. On fait que le premier semestre, et on dit à ce moment-là, l'acquis de croissance qu'on prévoit est 0,5. Mais et donc, ça sera la croissance en 2024 s'il n'y a pas du tout de croissance au troisième et quatrième trimestre, qui sont au-delà de notre horizon de prévision. Et si on imagine que la croissance continue au troisième et quatrième trimestre, si vous, par exemple, vous pensez que ça s'accélère un peu, qu'il y a 0,4% de croissance au troisième trimestre, 0,4% au quatrième trimestre, alors l'acquis de 0,5 deviendra, pour l'ensemble de l'année 2024, exactement 0,8, et ça sera compatible avec les prévisions, par exemple, qu'a présenté Olivier Garnier. Donc il n'y a pas une grosse différence, en fait, je crois, entre nous sur le diagnostic conjoncturel. La deuxième question du président portait, alors un peu plus difficile d'y répondre, c'est sur l'évolution du pouvoir d'achat et quel est le degré de fiabilité. Alors il n'a pas de certitude, alors nous il a utilisé le mot certitude, alors on n'a jamais aucune certitude dans les prévisions bien entendu, mais quel degré de robustesse, quel degré de fiabilité a notre prévision de reprise de la consommation en début d'année. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps de parler d'inégalité, mais on a du mal à connaître la distribution des revenus en temps réel. Donc on a la suspicion que en ces dernières années, notamment en 2023, une partie de l'augmentation des revenus vient des revenus du capital, pas que, mais vient en partie, et qu'il a en partie épargné. Début 2024, il y a aussi, il faut bien voir que la composition du revenu, elle va un petit peu bouger parce qu'il y a énormément de prestations et de minima sociaux qui sont revalorisés et qui augmentent au 1er janvier 2024. C'est un peu l'autre revers de la médaille, c'est-à-dire que quand il y a de l'inflation, sauf si on fait une mesure anticipée de revalorisation, comme il y en a eu en juillet 2022 de mémoire, sauf s'il y a ce type de mesure, c'est expose les minima sociaux, les revenus, le SMIC, les prestations, les retraites, les allocations familiales sont protégées de l'inflation. Elles sont indexées sur l'inflation, mais a posteriori. Et dans l'intervalle, on perd du pouvoir d'achat, et puis au 1er janvier de l'année d'après, on rattrape. Et donc là, on va être dans cette phase où la forte inflation passée, de l'année passée, va passer dans les augmentations de prestations et de minima sociaux en ce début d'année. Et donc la composition du revenu va un petit peu changer et milite plutôt pour qu'il y ait une reprise de la consommation populaire, pour reprendre le vocable du président, en début d'année. Mais effectivement, c'est assez incertain. On a, et le rapporteur général aussi avait cette question sur l'évolution du taux d'épargne qui reste élevé. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y a un surcroît de consommation du fait de la baisse du taux d'épargne? C'est un aléa aussi dont parlait notre collègue de l'OCDE. Objectivement, c'est un aléa qui serait favorable, mais qui n'est quand même pas le plus probable quand on regarde, nos indicateurs dans les enquêtes auprès des ménages, de confiance auprès des ménages, qui reste assez dégradé et qui ne nous conduit pas à penser comme très probable que les gens se mettent à désépargner et à consommer davantage. Donc voilà, je pense que la prévision médiane, mais aucune certitude, c'est quand même que la croissance de la consommation reparte avec l'évolution du pouvoir d'achat, sans pour autant que les ménages se mettent à consommer de façon exubérante en réduisant leur taux d'épargne. Il faut aussi signaler que, certes, il y a eu de l'épargne accumulée dans la période Covid, parce qu'on n'a pas consommé, mais que l'inflation, elle joue aussi sur le pouvoir d'achat de l'épargne. Donc c'est l'effet d'encaisse réel des économistes. Et donc le fait qu'il y ait, donc le pouvoir d'achat de l'épargne accumulée a aussi pâti de l'évolution de l'inflation. Pour le... Alors j'ai répondu... Alors,
Juste un mot sur les écarts d'inflation entre la France et les autres pays. Donc, très clairement, hein, l'histoire est la suivante, c'est qu'il y a eu un bouclier rapide et puissant en France, plus que dans la plupart des pays. Ça a conduit à avoir pendant longtemps l'inflation la plus basse ou parmi la plus basse des pays de la zone euro. Évidemment, ce phénomène-là se retourne à un moment donné où les prix de l'énergie baissent. Ceux qui n'ont pas de bouclier, bah, ils en profitent. Ça se voit dans les prix de détail. Pour les pays qui ont le bouclier, cet effet favorable ne se manifeste pas. Donc ça explique en grande partie qu'aujourd'hui, la France ne soit plus parmi les pays où l'inflation sur 12 mois est la plus basse. Hein. Ça s'est un peu renversé, l'écart avec la zone euro. En revanche, en cumulé depuis 2019, c'est le premier graphique que je montrais, on a une hausse cumulée des prix depuis 2019 qui reste à ce stade parmi les plus basses. Voilà. L'Allemagne, pour répondre à... Mais je pense que mes collègues auront envie de compléter. Une partie importante de la récession en Allemagne, en fait, du fait que l'Allemagne ait plus souffert en 2023, vient du poids de l'industrie, et notamment de l'industrie gourmande en énergie dans l'activité allemande. Donc on voit très clairement dans les enquêtes de conjoncture que la chimie, la métallurgie et l'ensemble des industries qui sont en Allemagne très dépendantes du prix de l'énergie ont plus souffert en Allemagne et aussi pèsent plus dans l'économie allemande. C'est clairement un phénomène qu'on peut documenter de manière assez robuste. Olivier, je te laisse.